Une vie de Maupassant. Chapitre 1. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel, bas et chargé d'eau, semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient, pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux, débordés, emplissait les rues désertes où les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier. Jeanne sortit la veille du couvent, enfin libre, pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie, dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas, et pour la 100e fois, depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis, elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et, portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante, 1819, en chiffres d'or. Puis, elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Jeannette !» Jeanne répondit « Entre, papa !» Et son père parut. Le baron Simon-Jacques Le Pertuis, dévot, était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct 93, mais philosophe par tempérament et libéral par éducation, il exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté. Une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison. Puis, malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. Il l'avait tenue là, sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste à 17 ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable et par les champs, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que, dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse, avec ses cheveux d'un blond luisant qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu'ont ceux des bonshommes en faïence de Hollande. Elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite, sur le menton, où frisaient quelques poils si semblables à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses 2 mains à ses tempes comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa en l'étreignant. « Eh bien, partons-nous » dit-elle. Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs et qu'il portait assez longs, et tendant la main vers la fenêtre. « Comment veux-tu voyager par un temps pareil ?» Mais elle le priait, câline et tendre.
« Oh papa, partons, je t'en supplie, il fera beau dans l'après-midi. » « Mais ta mère n'y consentira jamais. »« Si, je te le promets, je m'en charge. »« Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien moi. » Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. 2 fois seulement on l'avait emmenée 15 jours à Paris, mais c'était une ville encore et elle ne rêvait que la campagne. Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété des peuples, vieux château de famille planté sur la falaise près d'Yport, et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis, il était entendu qu'on lui faisait don de ce manoir qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille au soir, était le premier gros chagrin de son existence. Mais au bout de 3 minutes, elle sortit en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison « Papa, papa, maman veut bien, fais atteler !» Le déluge ne s'apaisait point. On eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança devant la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari et de l'autre par une grande fille de chambre forte et bien découplée par un gars. C'était une Normande du pays de Caux, qui paraissait au moins 20 ans, bien qu'elle en eût au plus 18. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit, en soufflant beaucoup, le perron du vieil hôtel, regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura « Ce n'est vraiment pas raisonnable. » Son mari, toujours souriant, répondit « C'est vous qui l'avez voulu, Madame Adélaïde. » Comme elle portait ce nom pompeux d'Adélaïde, il le faisait toujours précéder de « Madame », avec un certain air de respect un peu moqueur. Puis, elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture, dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à son côté, Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur les genoux, plus 2 paniers qu'on dissimula sous les jambes. Puis elle grimpa sur le siège à côté du père Simon et s'enveloppa d'une grande couverture qui la coiffait entièrement. La concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Ils reçurent les dernières recommandations pour les malles qui devaient suivre dans une charrette et on partit. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi, sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline, au grand trot des 2 chevaux, dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dont les mâts, les vergues, les cordages se dressaient tristement dans le ciel ruisselant, comme des arbres dépouillés, puis elle s'engagea sur le long boulevard du mont Riboudet. Bientôt, on traversa les prairies et de temps en temps, un saule noyé, les branches tombantes, avec un abandonnement de cadavres, se dessinait gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les 4 roues faisaient des soleils de haut bout. On se taisait, les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre, ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air, et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abriait son cœur de la tristesse.
Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait, et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation.